Bonjour, je m'appelle Sadaf Nourishad, je suis la présidente du comité consultatif du Sénat sur la santé mentale et je vous souhaite les bienvenus à notre premier webinaire. Comme vous pouvez voir, je suis très bien accompagnée aujourd'hui. Donc, sans plus tarder et avant de continuer, je vous présente les participants à l'écran. Commençant avec notre invitée spéciale, la Dr Georgina Zahirneh, présidente de l'Association des psychiatres du Canada. Bonjour. Merci, Dr Zahirneh, pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre participation. Ensuite, nous avons quelques membres de notre comité présents, dont l'honorable sénateur Kutcher, l'honorable sénateur Beam, ensuite Karma McGregor du bureau du whip de l'opposition et Ariane Larouche du bureau de la dirigeante principale des services corporatifs et greffière de CIBA. Merci aussi à vous tous pour votre présence et votre participation. Cela dit, pour la session d'aujourd'hui, nous vous proposons un programme ayant deux parties. En premier lieu, la Dr Zahirneh fera une présentation sur les concepts fondamentaux de la santé mentale. Cette portion de la session vous offrira non seulement l'opportunité d'acquérir et de renforcer vos connaissances sur la terminologie appropriée pour décrire les différents concepts de la santé mentale, mais aussi sur la réponse du stress humain. Pendant la deuxième partie, le webinaire comprendra une période de questions au cours de laquelle Dr Zahirneh répondra à des questions soumises par les sénateurs et les employés du Sénat, de la Chambre des communes et du service de protection parlementaire qui seront posées à tour de rôle par nos membres. Sur ce, je cède la parole à la Dr Zahirneh pour la présentation. Bonjour tout le monde et je vous remercie de cette belle occasion de vous parler d'un sujet très cher, évidemment, la santé mentale, et pour cette belle initiative d'améliorer la santé mentale de notre population en comprenant les concepts clés de la santé mentale. Alors, aujourd'hui, comme je viens de dire, on va essayer de comprendre et réviser certains concepts clés de la santé mentale et aussi faire une distinction importante entre ce qui s'agit de la santé mentale et les maladies mentales. Qu'est-ce que la santé mentale? Bien là, quand on parle de santé mentale ou du bien-être, on parle de la capacité de bien s'adapter aux difficultés et aux possibilités que la vie nous apporte. Bien évidemment, nous sommes dans une période de pandémie qui présente des défis importants pour la santé mentale de tous. Alors, il faut tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas de se sentir bien tout le temps, d'avoir une bonne santé mentale. Nous allons tous avoir des émotions négatives et les émotions négatives sont le plus souvent même des signes de la bonne santé mentale parce qu'elles indiquent que nous sommes en train de s'adapter à la situation et de sentir des réactions appropriées à une situation qui peut être stressante ou amener de la détresse. Et même, on peut s'attendre, si on s'attend toujours à se sentir bien, ça peut en effet nuire à notre capacité d'adaptation. On parle de la déni, mais il faut reconnaître une situation qui cause la difficulté parce que ça nous permet de mobiliser les ressources nécessaires de maintenir une bonne santé mentale. Quelles que sont les maladies mentales? Alors, les maladies mentales, également appelées pour nous des troubles mentaux, sont des syndromes ou un ensemble de signes et de symptômes qui se distinguent nettement de l'ordinaire. Et c'est important aussi parce qu'on parle d'une déficience, une rupture fonctionnelle et que ça persiste pendant une période déterminée. Et ces périodes et ces signes et symptômes sont définis, sont codifiés dans nos systèmes de codification, de diagnostic. En Amérique du Nord, on utilise principalement ce qu'on appelle le DSM-5 et aussi il y a le CIM-11 plutôt à l'international, mais les deux sont internationalement reconnus comme tels, exactement de la même manière que toutes les maladies. Alors, c'est comme ça qu'on définit les maladies mentales différentes de la santé mentale et bien-être.
Alors donc, il faut aussi souligner l'importance de la terminologie quand on parle de ces situations quotidiennes ou situations stressantes. On utilise beaucoup le mot anxiété ce temps-ci et ça peut décrire différents états émotionnels. On confond ainsi les émotions normales avec les troubles mentaux. La déprime, c'est différent. Un trouble anxieux, c'est différent de se sentir angoissé. Alors, il faut utiliser sans restriction les nuances importantes et nécessaires à une communication qui nous permettent de comprendre. Utilisez plutôt les termes suivants. Par exemple, effrayé ou inquiet, nerveux. Moi, je me sens préoccupée par la situation. Parce que nommer les émotions, c'est une première étape à pouvoir les gérer mieux. On parle aussi souvent de la mot dépression, mais là est devenu un terme générique pour désigner presque toutes sortes d'émotions négatives ou des états difficiles. Il prête également à confusion, car il sert à désigner un type de maladie mentale. Alors, au lieu d'utiliser un mot comme dépression, qui est défini, comme je vous ai bien dit, selon les critères diagnostiques, il faut privilégier les mots plutôt comme triste. Je me sens contrariée ou je suis démoralisée. Nommer les émotions autrement, mais clairement, au lieu d'utiliser des termes qui sont plutôt cliniques. Alors, comme je vous ai dit, de nommer les émotions, on peut les identifier. Et quand on les identifie, on peut adopter des méthodes pour mieux gérer notre détresse, notre angoisse, notre tristesse lors de cette période difficile. On peut recommander une approche qui s'appelle 5+1 pour s'épanouir. Alors, il y a des conseils généraux pour maintenir une bonne santé mentale et bien-être. Alors, on peut parler de l'exercice. Il y a des études qui démontrent qu'au moins 150 minutes d'activité physique par semaine contribuent à un meilleur état de santé, autant pour le cerveau que pour le corps, évidemment. Et aussi, ça nous aide de façon bien adaptée et saine, disperser un peu le stress que nous vivons dans cette situation. Il faut aussi avoir une bonne nutrition. On ne recommande pas de diète particulière ni de régime de suppléments. C'est vraiment de suivre les bons conseils de Guide alimentaire canadienne ou si vous avez une condition médicale, il faut également suivre les bons consignes de votre médecin ou infirmière traitant. Lors des périodes difficiles dans la vie, c'est important d'adopter de ce qu'on appelle une hygiène de sommeil. Alors, faire attention, avoir des habitudes qui facilitent un sommeil de qualité. Alors, ça veut dire quantité suffisante et de bonne qualité. On a tendance, parfois, quand on perd nos balises régulières, les structures de notre vie quotidienne, l'organisation du travail ou de l'école, que nos heures de sommeil peuvent varier beaucoup dans le temps, mais c'est important de garder un régime, une horaire assez saine et régulière parce que ça va nous aider à gérer le stress qu'on peut ressentir autant dans nos émotions, mais aussi dans nos corps. Et pour s'épanouir, il faut toujours maintenir les relations avec nos proches, avec les amis, les collègues, la famille surtout. Et se rappeler, on parle beaucoup de la distanciation physique ou sociale, mais la distance physique, c'est un enjeu important pour la santé physique, mais il faut aussi maintenir ces liens sociaux à travers différentes technologies ou selon les règles actuellement de votre programme de votre bureau de santé publique. Ça peut aussi nous aider à épanouir, d'offrir de l'entraide aux autres, de développer de la compassion pour les autres. C'est une valeur et une technique qui nous aide à mieux rester dans le moment présent et de gérer les émotions négatives lors d'une crise. Alors, par exemple, faire du bénévolat si on peut,
vérifier sur une voisine ou un voisin qui est plus âgé. Mais contribuer à la société, avoir un but, ça nous valorise, ça nous ancre dans nos valeurs et c'est une bonne approche pour s'épanouir lors d'une crise. Il faut faire attention aussi à l'utilisation des substances. Il faut éviter de fumer, vapoter trop, utiliser seulement les drogues licites avec modération, suivre les guidelines, là, les directives de la santé publique également au niveau de la consommation, parce qu'on se sent dans une crise, on peut, des émotions négatives difficiles à gérer, et c'est la nature humaine d'avoir tendance à des mauvaises habitudes, mais il faut faire attention parce qu'il y a des bonnes habitudes que je viens de décrire pour mieux gérer la situation. Il faut toujours quand même rester alerte aux signes d'alarme que notre capacité de gérer la situation actuelle est en train d'affaiblir. Alors, les émotions courantes et prévisibles peuvent augmenter en intensité ou qu'ils durent plus longtemps que d'habitude. Quand on a été dans la pire période de la crise, il y a beaucoup de gens qui se sentaient très, très tristes, une tristesse, une fatigue, une angoisse, mais la majorité vont revenir à normal. Mais s'il y a une incapacité fonctionnelle importante qui a un impact sur notre fonctionnement dans la famille, nos relations sociales avec les amis, ou même au niveau de notre capacité de bien fonctionner au travail, là, ça commence à être des signes d'alerte que peut-être notre capacité de gérer la situation est affaiblie. Et comme je dis aussi, une autre signe d'alerte, c'est une utilisation excessive des substances telles que l'alcool ou évidemment les drogues sont à éviter. On peut aussi ressentir le stress, les difficultés émotives au niveau de notre corps. Alors, souvent, on va sentir plus de fatigue lors d'une crise. On peut avoir des troubles de sommeil, des douleurs différentes, maux de tête, maux de ventre, nausées. Quand on a aussi un désintérêt ou une perte de plaisir, là, c'est aussi un signe que peut-être on ne gère plus notre stress comme il faut. Et ce qui devient plus inquiétant, c'est qu'il y a la présence des idées suicidaires. Il faut demander de l'aide. Si on voit qu'il y a, ce que j'ai dit, une rupture fonctionnelle, qu'on voit que jour après jour, ça ne remet pas, là, c'est peut-être le moment d'aller conseiller, d'aller consulter. Et nous travaillons fortement dans notre société de déstigmatiser la maladie mentale. Et il faut reconnaître que de demander de l'aide, c'est une façon de nous renforcer. C'est une façon de revenir à notre capacité fonctionnelle normale. Et donc, ça prend du courage de consulter, mais aussi c'est le premier pas envers un rétablissement. On sait que c'était très difficile il y a quelques mois d'aplatir la courbe. Et c'est la nature humaine, hein, évidemment, de vouloir notre liberté, de vouloir donner des câlins, voir nos amis, sortir aux terrasses ou au restaurant. Mais il faut tenir compte qu'il y a toujours des risques pour la santé physique et qu'on doit respecter les consignes de la santé publique qui sont en vigueur dans notre juridiction. Et je sais qu'on parle beaucoup de la masque, de lavement de main. Aussi, une bonne façon de contrôler notre stress, c'est d'avoir cette routine que ça devient partie de notre journée. On revient à la maison, on lave nos mains, on garde une distance selon les directives de la santé publique. On porte le masque quand c'est possible. De plus en plus, on le conseille à l'intérieur. Et je comprends que ce n'est pas toujours confortable, mais j'ai passé mes journées avec et ça va très bien. Et pour moi, il s'agit d'un signe de respect. Hein? On se respecte soi-même parce qu'on se protège, on respecte les autres parce qu'on protège les autres en portant un masque, en se lavant, en suivant les directives. On sait très bien qu'il y a des changements sociaux importants
suite à cette pandémie. Et un des gros changements, c'est le mode de travail, qui est devenu de plus en plus travail à domicile, avec tous ses enjeux et ses défis. Il faut reconnaître que c'est un changement, comme je dis, culturel, social. Et il y a certains conseils qui peuvent nous aider à comprendre les difficultés ou maîtriser les difficultés de cette situation. Alors, il faut d'abord reconnaître que c'est normal de se sentir un peu déconnecté ou incertain. On ne recommande pas de faire trop de tâches à la fois. Il faut quand même dire qu'il faut diviser notre temps, de dévouer certaines périodes de temps à une tâche. C'est beaucoup plus efficace et on se sent plus accompli quand on réussit à terminer ça que d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. Et tendance est que si on est seul à la maison ou avec des enfants, que le travail ou les tâches quotidiennes ménagères chevauchent sur les tâches du travail. Alors, c'est de garder ce qu'on appelle des bonnes limites et de respecter les limites de temps, les limites de notre énergie, mais aussi la bonne organisation des tâches. Évidemment aussi, on passe beaucoup plus de temps devant les ordinateurs. Et il faut aussi prévoir du temps sans écran. Devant un ordinateur, ça peut épuiser. C'est surtout pas recommandé dans les heures avant de coucher. Ça fait partie de la bonne hygiène de sommeil. Alors, il faut prendre des pauses et vraiment programmer des pauses lors de notre journée de travail à domicile, tout comme on aurait fait au travail. Au travail, on a naturellement aussi des gens, des collègues. Alors, notre journée est structurée autrement qu'à la maison, mais il faut quand même donner une structure à soi-même. Donc, il faut établir une bonne routine et la suivre. Évidemment, dans les limites possibles, parce qu'on sait qu'avec des enfants, des animaux ou des interruptions, ça va arriver. Alors, ça prend aussi la patience, la tolérance, la flexibilité, mais imposée sur une structure. Donc, il y a certains conseils aussi de la docteure Christine Chambers, centre de soins de santé. Donc, soyez présent lorsque vous le pouvez, quand il y a l'écran. La caméra est optionnelle. Je pense que, comme je vous ai dit, là, il y a une tolérance. On comprend qu'il y a différents enjeux pour des gens qui travaillent à domicile. Et peut-être juste brièvement les expliquer à l'avance, ça peut aider. Il ne faut pas oublier de manger des repas aux heures régulières, de prendre des pauses. Pour les travailleurs qui ont des jeunes enfants, c'est toujours conseillé de garder la porte ouverte pour les surveiller. Et comme je vous ai dit, là, d'avertir des collègues s'il y a des situations particulières à la maison. Parce qu'on fait appel à la patience et la compassion de tout le monde dans cette situation difficile. Donc, il faut faire ce que vous avez à faire, mais il faut aussi bouger, prendre des pauses, levez-vous, regardez dehors, mais prendre des pauses. Et je pense qu'il y a deux situations qui sont le défi pour le travail au bureau, à domicile. On peut autant être tiré dans différentes directions par les distractions, mais je connais aussi beaucoup de monde qui sont plutôt solitaires et il y a toujours le danger que le travail soit étendu trop longtemps dans la journée. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de limites. Il faut aussi tenir ces limites importantes, que même que vous soyez à la maison 24 heures, il ne faut pas travailler plus que vos heures normales. Il faut mettre des limites et respecter vos besoins qui sont en dehors de faire le travail. Il y a évidemment cette révolution en ce qui concerne l'emplacement, le style de travail et ça prend des stratégies novatrices et adaptées à votre réalité familiale et personnelle et aussi à votre réalité de travail. On a des inquiétudes par rapport à la surcharge au niveau de la pandémie. Il y a certaines inquiétudes également qu'avec l'impact économique de la pandémie, qu'il y a un nombre limité des employés, il faut s'assurer que
dans cette planification de travail, il y a une bonne communication entre les employés et les employeurs pour pouvoir, comme je vous ai dit, bien établir la structure, l'organisation et les limites de travail et définir bien les tâches. Il faut s'assurer de la participation également de tous en ce qui concerne cette réorganisation et refonte. C'est fortement recommandé que s'il y a un plan de travail, que ça soit fait entre les gérants et les employés pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité de travail à domicile. Et comme je vous ai bien dit, il faut toujours prendre soin de nous-mêmes, de notre santé. Quand on parle de prendre soin de soi-même, on peut utiliser une approche qui s'appelle la description, définition, prestation. Alors, on commence par décrire notre état, on définit les défis qui sont reliés à cet état et passer à l'action, adopter des actions qui vont nous aider à mieux gérer la situation difficile ou stressante. Alors, prendre soin de soi-même n'est pas synonyme d'être égoïste. C'est vraiment en prenant soin de soi, on prend soin de notre entourage. Tout comme je vous ai dit, en respectant les consignes de la santé publique, c'est la même chose. On se respecte, on respecte les autres, mais quand on prend soin de soi, on est en train de soigner les autres aussi parce qu'on maintient notre contribution à la famille, au travail. Il n'y a pas de traitement requis pour les expériences négatives normales, comme je vous ai dit. Il faut éviter le surdiagnostic en médecine et pour soi, c'est de monitorer les signes de la santé mentale et aussi les signes d'alerte. Et j'encourage aussi les gens d'avoir des stratégies, des plans un peu de comment moi, je peux déterminer quand je vais moins bien, quels sont les signes et quels sont les comportements que je peux adopter pour m'aider dans cette situation. Les traitements pour prendre soin de soi doivent vraiment respecter les normes scientifiques. Alors, il y a une différence entre ce qu'on appelle un traitement médical, qui est selon les guides de pratique, les meilleures pratiques établis dans la littérature et lors des études scientifiques, et versus ce qu'on appelle comme un peu l'auto-soin, des changements de comportement ou comme le yoga ou des affaires qu'on peut adopter pour nous aider à bien sentir mieux, maintenir la santé mentale, qui est différente d'un traitement d'une maladie mentale. Alors, il y a des traitements standardisés qui sont offerts par les professionnels de la santé mentale. Et évidemment, les professionnels de la santé générale aussi, là, les médecins de famille sont importants, des partenaires importants dans la bonne santé mentale et la détection des maladies mentales. Mais il faut distinguer, c'est ça, entre les traitements standardisés ou ce qui pourrait être complémentaire ou alternatif, ce que nous ne pouvons pas recommander du plan médical. Et il y a aussi une tendance à chercher les solutions rapides pour soulager la détresse lors d'une crise. Il faut faire attention que de suivre les guidelines des professionnels certifiés. C'est beaucoup plus conseillé que de chercher des solutions vite qui n'existent pas. On sait que nous sommes dans une période de crise sanitaire mondiale. Nous réussissons par les mesures de la santé publique de contrôler et on va réussir à s'en sortir en se respectant et en respectant les autres. Alors, avant de payer, faites votre recherche ou questionnez votre médecin, infirmière, praticienne s'il y a des changements que vous voulez adopter à votre routine. Il y a beaucoup d'informations, d'excellents sites web qui peuvent vous fournir d'autres informations. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, nous allons répondre plus tard. Merci. Merci, Dr. Zahirné, pour votre présentation. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire, qui est la période de questions. Et pour commencer,
sénateur Beam à la première question. Allez-y, sénateur Beam. Merci beaucoup. D'abord, je veux tout simplement remercier la docteure Sahiani pour une présentation formidable. Alors, merci beaucoup. Et j'ai quelques questions quand même. Pendant la pandémie, de nombreux rapports dans les médias ont décrit une augmentation de la violence entre partenaires intimes, des appels téléphoniques à la ligne d'aide aux enfants ainsi que d'autres problèmes sociaux. Par exemple, les statistiques indiquent que la violence entre partenaires intimes a augmenté alors que les signalements ont diminué. Le nombre d'appels téléphoniques à la ligne d'aide aux enfants a augmenté aussi. Existe-t-il des statistiques indiquant ce qui se passe dans nos lieux de travail virtuels? Malgré le fait que les employés continuent à travailler dans leur lieu de travail physique ou qu'ils travaillent à leur domicile, il y a toujours des interactions entre collègues, subordonnés et superviseurs patrons. De nombreux employés ressentent le stress de travailler dans des circonstances très exigeantes et différentes. Ma question est la suivante. Le harcèlement sur le lieu de travail peut affecter de manière significative la santé mentale. Y a-t-il des statistiques qui indiquent si le harcèlement au travail a augmenté pendant la pandémie? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un problème que nous devrions suivre? De plus, comment les personnes travaillant dans le domaine des ressources humaines ou en gestion peuvent-elles être mieux équipées pour travailler avec des gestionnaires ou des employés qui ne sont pas sensibles aux problèmes de santé mentale? Quelles mesures peuvent-ils prendre pour encadrer ces types de personnes à cet égard? Alors, Madame la docteure, j'ai présenté quelques questions dans mon petit discours, mais la parole est à vous. Merci. Et encore une fois, merci pour l'intérêt dans les défis actuels au travail. Effectivement, par rapport aux statistiques sur le harcèlement au travail, je ne suis pas au courant des statistiques documentées au niveau de l'harcèlement, une augmentation d'harcèlement ou d'intimidation dans les bureaux de travail ou même dans l'ère de travail virtuel. Mais évidemment, comme je vous ai présenté, il est très important d'avoir une bonne communication entre les gestionnaires et les employés. Et l'impact psychologique de l'isolement ou des adaptations nécessaires lors de la pandémie se fait sentir par tout le monde. Et il faut, comme je vous ai dit, encourager une communication claire des attentes de la part des gestionnaires pour les employés et je pense aussi faciliter un échange sur le partage des tâches et comment on s'organise mieux pour éviter que ce soit aperçu comme l'harcèlement ou l'intimidation. Évidemment, s'il y a du comportement inacceptable, il faut se référer aux politiques d'harcèlement ou d'intimidation dans le bureau de travail et les responsables de ressources humaines du bureau. Mais je pense qu'il vaut toujours mieux prévenir et les études, moi, je suis plus au courant des études aussi de la détresse psychologique pour les travailleurs en santé, évidemment. Et les études démontrent que vraiment, il faut une bonne communication, une communication claire de la part des gestionnaires. Il faut avoir accès aussi au soutien nécessaire pour les tâches requises. Et aussi un soutien psychologique dans le sens que peut-être d'avoir là, du contact régulier, cédulé de la part des équipes, soit entre collègues, qui peut être une source importante de soutien, mais aussi avec les gestionnaires. Parce que c'est facile de se sentir isolé et débordé par les tâches s'il n'y a pas un contact régulier, un peu de faire, peut-être céduler des temps libres par un gestionnaire que les gens puissent demander des questions
et avoir ce contact, ou même des séances avec des pairs pour avoir ce type d'échange. Je sais qu'en santé, on a utilisé ça beaucoup, des groupes de soutien de pairs, juste des discussions informelles, comment on gère notre travail, parce que notre travail aussi en médecine a changé et présente des défis. Et je trouve de s'échanger entre nous, c'est une source importante d'aide, d'entraide. Je vais me rappeler la dernière. Je pense qu'il y avait une dernière aussi partie de la question par rapport à comment on peut aider les gens. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que les gens de ressources humaines ou des gestionnaires soient des professionnels de la santé, mais s'il y a des inquiétudes, il faut diriger les travailleurs vers les ressources disponibles, que ce soit le programme d'aide aux employés qui existe, ou il y a encore des sites de web, ou pour certains employeurs, il y a aussi des sites de soutien confidentiel. Alors, il y a beaucoup de ressources affichées par les sites responsables et professionnels, et j'encourage les gens de consulter ces sites. Merci. La prochaine question va être posée par Karma. Merci, bonjour. Ma question est, pouvez-vous partager des informations actualisées et fondées sur des preuves concernant le suicide, en particulier dans le contexte de la pandémie? Par ailleurs, y a-t-il eu une augmentation de cas de suicide depuis la mise en place des mesures d'isolement pour contrôler la propagation de COVID-19? Oui, merci pour cette question. Nous n'avons pas des statistiques à cette date qui démontrent clairement une augmentation des suicides. Ce que nous savons, nos études sont plutôt retirées des études antérieures lors des crises de santé. Alors, ce que nous sommes inquiètes qu'il y a une potentielle d'augmentation de risque, mais il n'y a pas nécessairement en ce date-ci une documentation de plus de suicides. Par contre, encore une fois, on veut prévenir. Alors, on veut identifier les situations qui sont plutôt à risque et intervenir de façon précoce. Là, pour vous référer, il y a une belle documentation de INSPQ du Québec aussi qui a déterminé la même chose qu'à date, on n'a pas des statistiques. Mais il y a des facteurs de risque qui augmentent le risque de suicide qu'il faut monitorer et certaines, j'ai déjà parlé lors de ma présentation. Surtout, effectivement, l'isolement. Alors, il faut travailler à briser l'isolement. La gestion de stress, évidemment. L'utilisation des substances peut être un facteur de risque qui augmente le risque des gestes impulsifs. Et évidemment, les gens qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale diagnostiqués, on s'inquiète plus. Alors, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup une amélioration d'accès pour les gens qui ont déjà souffert d'une maladie mentale, d'avoir accès rapide à une consultation s'il y a des signes, une rupture fonctionnelle. Alors, comme je vous ai dit, on craint une augmentation du risque, mais nous n'avons pas de documentation des gestes complétés. Merci. Donc, la prochaine question va être posée par Ariane. Merci. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. On a une question qui a été soumise au comité concernant les méthodes d'intervention alternatives telles que l'auriculothérapie pour traiter les problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos réflexions sur l'utilisation de ces types de méthodes, en particulier pour les personnes qui ont des difficultés avec les médicaments? Nous, quand nous déterminons, encore une fois, il faut faire la distinction entre ce qui est une maladie mentale ou une
une période de détresse ou des défis, émotifs. Alors, nous, en santé, nous avons des critères et des algorithmes de traitement qui sont basés sur l'évidence. Alors, la thérapie dont l'intervention dont vous m'avez parlé ne fait pas partie des interventions spécifiquement étudiées pour avoir eu la preuve d'efficacité pour traiter une maladie mentale. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire alternatives ou complémentaires, mais c'est plutôt comme pour moi sur le titre de l'autogestion de stress ou de détresse. Alors, si c'est faire un massage, faire du yoga, faire cette intervention, fait du bien à la personne, on peut l'encourager s'il n'y a pas de contre-indication médicale, mais il ne s'agit pas d'un traitement pour la maladie mentale. Alors, ce n'est pas quand ces traitements alternatifs n'ont pas été testés. Et par contre, il existe d'autres traitements très efficaces pour les gens qui souffrent d'une maladie mentale diagnostiquée, qu'il s'agit de la thérapie. Et pour différentes catégories de maladies mentales, il y a des approches thérapeutiques aussi. Parfois, selon la nature de la maladie mentale, on recommande que ça soit jumelé avec un médicament, mais on suit les guides de meilleure pratique. Merci. Parfait. Donc, la prochaine question est posée par Sénateur Kutcher. Merci. De nombreuses questions ont été soumises au comité concernant les différents défis associés aux nouveaux modèles de travail virtuel, tels que le manque d'interaction sociale et l'absence de séparation entre notre vie privée et notre vie professionnelle. D'autre part, certaines personnes craignent de retourner au travail parce qu'elles craignent d'être plus exposées au virus. Pourrez-vous nous faire par vos réflexions sur cette question et de vous? Mais effectivement, on est en train de revoir nos lieux de travail. Et il y a les deux parties. La partie de rester à la maison, rester en contact avec les collègues. Comme je dis, il faut peut-être avoir des moyens d'avoir du soutien entre pairs, d'avoir cet échange. Il y a l'échange formel de travail, mais il faut aussi des échanges informels où les gens puissent se rencontrer, juste partager leurs défis. Et je comprends l'inquiétude, on est en phase de déconfinement graduel. Et avec le déconfinement, vient le retour au lieu de travail. Mais encore une fois, la bonne communication claire et les directives claires par rapport à comment le lieu de travail va respecter les consignes et comment l'employeur aussi peut respecter les consignes de la santé publique. Encore une fois, on a eu d'excellentes leadership de la part de notre santé publique par rapport à les directives de toujours laver les mains, garder les distances, même laver les bureaux. Il y a des interventions que quelqu'un peut entreprendre autant dans le lieu de travail pour s'assurer de leur sécurité. Mais je comprends qu'il y a ce stress qui vient avec le déconfinement. Là. Moi, je travaille dans un hôpital, évidemment. On est stressé quand on rentre, mais on a adapté des mesures pour vraiment contrôler les risques, et les risques autant pour les états émotifs que pour la santé physique. Parfait. Donc, c'est à votre tour encore, sénateur Mime. Merci. Alors, c'est le deuxième tour maintenant pour poser des questions. La pandémie et les modalités de télétravail en vigueur ont eu des répercussions importantes sur les familles. Par exemple, certains parents craignent de permettre à leurs enfants de regarder plus de télévision et de jouer à plus de jeux vidéo
que d'habitude afin qu'ils puissent se concentrer sur le travail et craignent que cela ait un impact négatif sur leurs enfants à long terme. Certains parents estiment qu'il est difficile d'éduquer correctement leurs enfants sur le virus, l'importance de l'éloignement physique et le lavage des mains. Certaines personnes estiment qu'elles ne sont pas en mesure de soutenir les membres de leur famille comme elles le faisaient auparavant en raison des mesures mises en place ou parce qu'elles se sentent dépassées par la pandémie. Pouvez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet? Quelles sont vos recommandations aux familles pour mieux gérer ce type de défi? Merci. Merci. On se préoccupe de la santé de nos Canadiens et de nos enfants, évidemment. Je crois que c'est encore une fois de garder les bons liens et des bonnes limites. Hein? Alors, on se tisse des liens forts entre les gens, mais aussi on met des limites par rapport à... Les enfants ont besoin aussi un peu de la prévisibilité et de la structure à la maison, étant donné l'incertitude et l'imprévisibilité de ce que nous vivons lors de la pandémie. Alors, offrir aux enfants des périodes de jeu, des périodes de travail, et avoir encore, j'ai eu beaucoup de collègues aussi qui ont fait ça, là, des tableaux de bord un peu pour les enfants avec leur horaire quotidien où il y a du temps pour étudier, mais aussi des temps pour se décontracter et garder encore une fois la structure des repas normaux, des temps de jeu. On veut créer comme un filet de normalité pour les enfants et c'est sécurisant aussi pour les parents qui vont savoir où sont les enfants. Il y a la tendance ou le danger que l'enfant soit placé devant l'écran toute la journée longue et c'est mieux de limiter. Comme on dit, ils ne passent pas la journée à l'école devant l'ordinateur non plus. Et ça prend des interactions avec d'autres, ça prend des jeux, il faut bouger comme enfant. Et alors, garder une structure plutôt normale. Ce n'est pas toujours facile d'expliquer à un enfant comment respecter les consignes. Ce n'est pas facile pour les adultes non plus. Alors, on sait que c'est un enjeu social important. Mais les enfants vont suivre les parents qui donnent des explications et il y a beaucoup de recommandations sur des sites, encore des sites approuvés là, par les professionnels, sur comment parler aux enfants, comment structurer le temps pour garder une bonne santé chez les enfants, mais aussi il faut reconnaître qu'ils vont ils vont avoir un peu de détresse. Hein? Il y a cette incertitude, il y a des pertes. Hein? Ils ont la perte de leur structure, la perte de leur contact avec des amis. Et là, on est en train de déconfiner, mais on veut que ça soit de façon sécuritaire aussi. Il faut rassurer des enfants et c'est toujours ça le risque pour la santé physique de la société, de la famille versus le bien-être de l'enfant qui peut avoir des amis, même si c'est à distance, ou adapter les jeux pour que nous puissions garder les contacts sociaux pour les jeunes, c'est très important. Alors, l'Association pédiatrique canadienne a d'excellents guidelines et la majorité aussi des associations psychiatriques provinciales ont aussi des listes de trucs qu'on peut adopter pour les enfants. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça revient à toi, Karma. Tu peux demander ta question. Merci, Sadaf. Certains employés ont fait part de leur frustration parce que certains de leurs collègues qui ont des enfants ne travaillent qu'une partie de la journée. En raison de cette situation, on attend d'eux qu'ils complètent les projets de leurs collègues. Ils disent qu'ils comprennent que ce n'est pas la faute de leurs collègues, mais qu'ils trouvent cela injuste. La question posée est la suivante. Comment peuvent-ils faire face à leur frustration et changer leur façon de voir les choses? Oui, merci pour la question. Je pense qu'il y a deux parties, en effet. Il y a la partie de qu'est-ce qu'on peut maîtriser comme
individu. Hein? On a comme travailleur, on a aussi une responsabilité pour notre propre bien-être, que ce soit à la maison ou au travail. Alors, en adoptant des techniques comme je vous ai parlé tantôt lors de la présentation, c'est de vraiment respecter nos limites et aussi bien communiquer nos limites, nos restrictions et nos frustrations de façon respectueuse, évidemment. Et il y a aussi le rôle de ressources humaines ou des gestionnaires à jouer du respect des limites au travail et des tâches. Mais pour l'employé, je comprends qu'il y a possiblement la perception qu'on travaille plus, qu'il y a d'autres qui travaillent moins. C'est très difficile à quantifier, puis c'est vraiment seulement les gestionnaires là, que c'est dans leur domaine de vérifier et de monitorer. Mais je dirais aussi de faire part de la compassion. C'est un enjeu important de gérer notre stress. De comprendre que nous vivons tous une situation exceptionnelle et des changements, et ça peut avoir un impact sur d'autres plus que... Il peut y avoir des gens qui semblent bien gérer la situation. Je pense qu'il faut respecter les minutes de chacun et les capacités de chacun de gérer la situation difficile. Et si on se sent trop frustré, bien là, encore une fois, il y a les programmes d'aide où il y a des canaux appropriés pour adresser nos insatisfactions en tant qu'employés, comme les ressources humaines. Et encore une fois, la compassion, ça peut nous aider de comprendre que nous sommes tous dans une situation très difficile. Ça prend de la patience, ça prend la flexibilité et aussi le soutien des pairs encore pour dire que bien là, on peut croire que notre réalité est beaucoup mieux que nôtre, mais c'est peut-être pas le cas. Merci. Donc, Ariane, c'est à ton tour. Merci, Sadaf. Donc, on sait qu'en raison des mesures de distanciation physique qui sont actuellement en vigueur, il y a des gens qui restent chez eux plus souvent qu'auparavant. Puis, certaines personnes sont confrontées à des défis extrêmement difficiles, comme des environnements toxiques, domestiques, qui ont un impact important sur leur santé mentale. Quels sont vos conseils pour les personnes dans cette situation en termes de santé mentale? Oui, ils peuvent, les gens qui sont dans les environnements à risque d'abus ou de violence, on craint que d'être renfermé pendant une période peut augmenter de la violence, l'abus. Alors, je crois qu'encore une fois, c'est d'avoir des bons liens avec des gens, d'avoir des gens qui on peut appeler si on se sent vraiment pas en sécurité, ce qu'on appelle un plan de sécurité. Là. Ou si on n'a pas quelqu'un qu'on connaît personnellement, un contact personnel, il y a aussi des lignes d'écoute, il y a des lignes d'entraide. Il y a aussi des campagnes pour les gens qui se sont en danger de signaler, d'utiliser des mots, un signal de main pour indiquer à quelqu'un par visio qui se sent en danger. Alors, il y a différentes mesures qu'on peut prendre pour s'assurer de la sécurité de la personne. Et évidemment, encore une fois, c'est important de regarder les signes d'alerte. On est en présence de quelqu'un qui commençait à montrer plus d'abus de substances, c'est peut-être une situation à risque. Pour les gens qui sont nettement dans une situation abusive, le gouvernement et les municipalités ont gardé ouverts les lieux sécuritaires pour les gens qui sont vraiment des victimes de violences interpersonnelles. Et il ne faut pas hésiter, comme je vous ai dit, d'appeler ou de chercher de l'aide. Encore une fois, quand nous sommes victimes, ce n'est pas notre faute et on ne doit pas être gêné de demander de l'aide. Et d'avoir, parfois aussi, juste d'avoir le contact de quelqu'un, ça donne le pouvoir de sortir d'une situation difficile. Merci. Merci pour ça, sénateur Kutcher, c'est à vous.
Merci, Sadaf. La question suivante a été soumise au comité. Si l'on considérait l'épidémie de grippe espagnole dans le contexte actuel, pensez-vous que les troubles de santé mentale seront similaires ou qu'il y aura une série de problèmes de santé mentale? Mais la grippe espagnole, je pense que une des choses très différentes, c'est qu'actuellement, nous parlons beaucoup plus de santé mentale. Nous avons fait quand même des pas. Il y a encore du travail à faire par rapport à la déstigmatisation de la maladie mentale et des traitements des problèmes de santé mentale. Alors, je dirais, il y avait certaines études qui démontraient une augmentation de risque suicidaire suite à la grippe espagnole, mais nous ne sommes pas dans le même contexte par rapport à la reconnaissance des troubles mentaux ou de la détresse mentale et de la disponibilité des ressources. On peut toujours s'améliorer, on veut toujours s'améliorer, mais il y a quand même un contexte différent. Encore une fois, on veut prévenir et intervenir de façon précoce. Alors, on peut surveiller, comme je vous ai dit, les signaux d'alerte qu'il y a une rupture fonctionnelle ou de la détresse qui évolue vers un trouble et consulter rapidement. Mais on espère ne pas être dans la même situation qu'après la pandémie, excuse-moi, la grippe espagnole. Il y a une inquiétude qui pourrait avoir une augmentation soit des troubles anxieux ou de troubles dépressifs. C'est un risque. On n'a pas encore des données que ça s'est arrivé. Moi, de ma part, comme psychiatre, je crains plutôt que les gens qui souffrent déjà de problèmes ou de défis au niveau de leur santé mentale, les populations vulnérables, soient plus à risque. Parce qu'il y avait quand même des ruptures de services en place, on va parler. On a des services, mais il peut y en avoir des ruptures ou des difficultés d'accès lors de cette pandémie. Alors, on veut vraiment s'assurer que les bons services sont en place pour les populations vulnérables. Bon, donc merci. Ceci conclut la période de questions et notre webinaire. Donc, nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire productif et stimulant. Je prends l'occasion de remercier tous les participants et Dr. Zahiouni pour sa présentation et pour toutes les réponses informatives que vous avez données pendant la période de questions. Nous vous invitons à nous contacter avec l'adresse courriel que vous allez voir à la fin de ce webinaire avec vos questions et vos commentaires. Ça nous ferait plaisir de les recevoir et de vous répondre. Et avec ça, merci et bonne journée.